Bonjour à tous. Il est 12h45 pile. Nous sommes d'une ponctualité hors norme. Je vous propose qu'on commence cette table ronde et puis les retardataires nous rejoindront en cours de route. Je pense que ça va continuer à affluer dans les minutes qui viennent. Donc merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette table ronde. Nous allons échanger et donner la parole à 3 designers, Anne-Sophie, Damien et Damien. Damien et Damien, je vous laisserai décider qui est qui par rapport à ça. On pourra en discuter après si vous voulez. Ces 3 personnes interviennent dans le programme Betagouv, qui va vous être présenté un peu plus précisément par Anne-Sophie dans quelques minutes. On a prévu quelques grandes thématiques sur lesquelles on souhaite faire interagir nos invités. Et on a aussi prévu un temps qui permettra de répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à interagir dans le chat, posez vos questions. On va les mettre de côté et on prendra un temps à la fin pour pouvoir répondre au maximum de questions. Donc n'hésitez pas à interagir avec nous. D'ailleurs, à propos de ça, je suis accompagné aujourd'hui de Caroline et Ashley, qui s'occupent de la partie technique, de la modération, de la sélection des questions et des réseaux sociaux, et de Éline, à qui je vais passer la main dans quelques instants pour mener les échanges avec nos invités. Avant ça, je vais prendre une minute pour vous présenter l'association qui vous accueille aujourd'hui. Donc nous, on est AXDA Lyon. C'est une association qui a été fondée en 2008, dont les principales missions sont fédérer les acteurs du design, diffuser les connaissances de manière assez large autour du design. Ça peut être des connaissances méthodologiques, des connaissances plus liées à des retours d'expérience. En tout cas, on a pour ambition de faire en sorte que chacun puisse monter en compétences et s'entraider au sein de cette belle communauté. Et puis participer à l'intégration du design dans la vie économique, notamment en étant en interaction avec plusieurs entreprises. En fait, AXDA Lyon, c'est l'antenne locale d'une association internationale qui s'appelle AXDA, qui a été fondée il y a pratiquement 20 ans maintenant, qui est présente dans plus de 200 villes dans le monde, donc plus de 200 antennes locales de l'association, et qui fédère plus de 120 000 designers à travers le monde qui poursuivent le même objectif que nous, de se fédérer et de se mettre en communauté et d'apprendre les uns les autres. Vous pouvez retrouver plus d'infos sur l'asso global sur axda.org. Et puis, vous pouvez aussi retrouver plus d'infos sur l'antenne de Lyon que nous sommes sur Internet. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, sur Twitter et sur Facebook, si vous voulez être tenu au courant de nos prochains événements et venir soit en physique à Lyon prochainement pour reprendre des événements physiques, soit pour nos prochains échanges en ligne. Voilà, ça c'était pour l'introduction. Je vais passer la parole à Éline qui va mener l'échange avec nos 3 invités et puis on se retrouvera à la fin. Merci Jean-Yves pour cette introduction. Avant toute chose, petit rappel quand même des bonnes conduites pour que ça se passe bien et que ce soit agréable pour nous tous. Merci de garder vos micros coupés. Ça veut dire que toutes les questions qui vont être posées passeront par le chat et nous, on va les mettre de côté comme le précisait Jean-Yves pour y revenir à la fin. Et la conférence est enregistrée pour les personnes qui étaient retardataires ou qui souhaiteraient après repartager l'événement. Hop là, ça allait vite. Règle de bonne conduite par rapport aux discussions sur le chat. Ça paraît évident, mais le respect, on reste professionnel. On est ouvert au débat, on ne va pas juger les questions des autres et ça va participer à créer un environnement sain qui sera agréable pour nous tous. Merci. Je passe la parole à Anne-Sophie. Je me démute, c'est mieux. Du coup, bonjour tout le monde, je m'appelle Anne-Sophie, donc je suis UX designer. Je suis aussi spécialisée dans l'accessibilité numérique, ce qui est plutôt important quand on travaille pour le service public. Ça fait 5 ans que je suis UX designer et avant, j'avais plutôt un background technique parce que j'étais développeuse. Sur ces 5 ans d'expérience en UX, ça fait 2 ans que je travaille pour le service public chez Betagouv. J'ai un
un profil un petit peu différent des deux autres Damien parce que je suis designer transverse, c'est-à-dire que je ne travaille pas sur un projet en particulier, mais sur plein de projets qui sont incubés chez Betagouv. Et puis, j'ai aussi créé le site qui s'appelle design-accessible.fr. C'est un site à destination des designers si l'accessibilité vous intéresse. Il y a plein de ressources, de checklists ou de choses pour se sensibiliser un petit peu au sujet. Voilà pour les brèves présentations, mais je peux peut-être parler un peu plus longuement de Betagouv et de ce que c'est exactement. Du coup, Betagouv, il y a plusieurs manières de le définir, mais à la base, c'est un programme de la DINUM. La DINUM, c'est la direction interministérielle du numérique. Donc, elle n'est pas rattachée à un ministère en particulier, mais elle est vraiment tout ce qui est autour des sujets de digital, numérique, etc. Et Betagouv, le but du programme, c'est d'aider les administrations à construire des services numériques. Donc, je rentrerai un petit peu plus dans le détail de comment est-ce que ça marche, ce programme. Mais du coup, c'est une communauté qui est assez grande. Aujourd'hui, il y a 730 membres qui sont actifs. On parle de communauté parce que dans les 730 membres actifs, il y a vraiment une grande diversité de profils. Il y a des personnes qui viennent de la fonction publique, donc c'est des agents de tout type de services qui travaillent en mairie, en PMI, à la DGCCRF, de vraiment plein d'environnements différents. Et puis, il y a des profils plutôt qui viennent du monde du web et des services numériques. Et là, ça va être soit des freelances, comme c'est mon cas ou le cas de Damien, je crois, ou bien des salariés d'entreprises qui sont dans le marché public et donc qui ont le droit de travailler avec la DINUM. Donc, c'est assez diversifié et varié parce que le fait qu'il y ait des agents publics, ça élargit vraiment la communauté dans un sens de diversification des profils. Dans cette communauté, il y a presque 70 designers. La communauté a beaucoup grandi ces dernières années parce que quand je suis arrivée il y a 2 ans, il y en avait une petite dizaine, donc ça a beaucoup augmenté, en partie parce qu'il y a de plus en plus de projets qui sont incubés chez Betagouv. Betagouv, il a donc ce rôle d'incubateur et les équipes, elles ont ce nom de start-up d'État parce que comme une start-up dans le privé, ça part d'une idée et puis l'incubateur, il va donner un petit peu les moyens logistiques, financiers ou autres pour aider cette idée à devenir un vrai produit, un vrai service numérique qui va être utile vraiment à des citoyens ou à des agents publics ou à des professionnels. Et du coup, je peux vous parler un petit peu de comment ça se passe. L'idée, c'est que chez Betagouv, on ne veut pas faire des services pour des services. On veut toujours s'assurer que ça a un impact sur les utilisateurs. Les utilisateurs, ça peut être aussi bien le grand public que des professionnels ou bien des agents publics. Et donc, tout part d'une idée. L'idée, elle est apportée par un intrapreneur. C'est quelqu'un de la fonction publique qui a identifié un problème. Par exemple, je travaillais avec une équipe où c'était une agente en PMI qui disait on a beaucoup de lapins, des gens qui ne viennent pas en PMI pour leur rendez-vous pour les enfants de moins de 3 ans. Et en termes de santé publique, ce n'est pas idéal. Donc, vraiment n'importe qui peut proposer une idée. Et cette idée-là, elle est investiguée pendant 1 ou 2 mois avec un ou une coach qui a des connaissances en termes de service. L'intrapreneur ou l'intrapreneuse va se poser des questions. Est-ce que c'est un vrai problème? Est-ce que ce problème il concerne beaucoup de personnes? Et est-ce que ce problème, on pourrait y apporter une solution numérique? Le numérique, ce n'est pas la solution à tout. Parfois, il faut faire autre chose. Mais parfois, effectivement, on peut apporter une solution. Et si l'investigation, on établit qu'à l'issue de ces 1 ou 2 mois, ça pourrait être intéressant d'essayer de faire un service. Dans ce cas, on rentre dans la deuxième phase du programme Betagouv, où là, l'intra et le coach vont monter une équipe. C'est là que des gens comme Damien ou moi intervenons. Il va y avoir des devs, des designers, plein de profils différents. Et on va construire le service d'abord sur un périmètre très petit, pas beaucoup de fonctionnalités,
et par exemple juste un département ou juste une ville, ce genre de choses, pour tester, pour voir si ça correspond, si ça aide à résoudre le problème qui a été identifié. Et puis au fur et à mesure que l'équipe montre que ce produit, il a de l'impact et il est utile, le produit, la startup d'État va pouvoir entrer en phase d'accélération, où là, on va se dire, bah, OK, maintenant, il faut se déployer nationalement, il faut avoir un scope de fonctionnalité un petit peu plus conséquent. Jusqu'à l'étape finale, le transfert, c'est une fois qu'on a un produit qui tourne, il ne va pas rester éternellement chez Betagouv. L'idée, c'est qu'on retrouve qui peut s'occuper de ce produit. Est-ce que c'est l'administration d'origine, le ministère de la Santé, ou je sais pas, ou parfois une autre structure. Il y a aussi des cas où les startups d'État deviennent autonomes, elles deviennent une entreprise, par exemple, à part entière. Donc ça, c'est des réflexions qui se font. Qui est-ce qui va prendre la suite pour que ce produit il continue de vivre et qu'il soit pérenne pour la suite. Donc voilà un peu le contexte dans lequel on travaille chez Beta. Vous pouvez voir plus de détails sur le site betagouv.fr. Il y a une rubrique nos réalisations avec plein de tous les services qui sont développés. Il y a des services qui sont plus ou moins connus parce qu'ils s'adressent au grand public. Par exemple, c'est le cas de Signal Conso. Si vous rencontrez un problème dans une entreprise, vous pouvez le signaler et ça vous mettra en lien avec l'entreprise sans faire tout de suite appel à la DGGCCRF. Je déteste dire ce sigle, il est compliqué. Mais il y a aussi des services qui sont beaucoup moins grand public parce qu'ils vont aider des personnes qui travaillent dans des administrations ou bien des sites, des services qui sont orientés pour des professionnels. Donc voilà, il y a vraiment tout type de publics qui sont traités. Voilà pour la petite présentation. Et on vous invite vraiment à aller voir les réalisations sur le site Betagouv, parce qu'elles sont nombreuses. On peut après naviguer pour voir un peu plus en détail. Et puis, si vous êtes curieux vraiment de savoir comment est structuré Betagouv, même si, merci Anne-Sophie, le contexte déjà était suffisamment clair, il y a plus de détails qui sont aussi fournis sur le site. On va passer maintenant à la suite, qui sont nos deux autres aimables personnes, Damien et Damien. Je vous laisse vous présenter. Je commence, Damien, du coup. On a l'habitude du Damien et Damien, parce qu'on se suit depuis quelques années avec donc Damien Mété. Donc, je m'appelle Damien Boyer, je suis principalement UX designer, UX researcher, et j'étais amené à faire du product design au sein justement de Betagouv. On reviendra dessus tout à l'heure. Ça fait 15 ans effectivement que je navigue dans le design, plutôt autour de l'expérience utilisateur. Donc, j'ai eu différentes expériences, autant chez l'annonceur et pas mal en agence. Et donc, depuis 2 ans, je travaille en tant qu'indépendant et au sein de Betagouv, principalement pour la mission interministérielle pour l'apprentissage. La mission interministérielle pour l'apprentissage, pour expliquer, notre objectif principal, ça va être de faciliter les entrées en apprentissage. Donc, on va avoir différents publics, on va adresser des produits et des services qui seront principalement pour notre cible principale, qui sont les jeunes, qui vont être à la recherche d'une formation ou d'un futur employeur. On va adresser des services pour les centres de formation et le CFA, et également pour les entreprises, pour faire en sorte qu'elles communiquent correctement avec les étudiants, les jeunes, pardon, et de faire en sorte qu'elles aient tous les outils pour aller vers l'apprentissage. La mission interministérielle pour l'apprentissage, c'est 5 ou 6 services aujourd'hui. On a le service qui est en phase de passation aujourd'hui, qui est la Bonne Alternance, qui est un site qui permet aux jeunes de trouver une alternance, donc un employeur et une formation. On va avoir des services qui seront adressés plus aux entreprises, comme Matcha, qui va être un outil qui va permettre aux entreprises de poster rapidement une offre qui sera diffusée après par la suite sur la Bonne Alternance, sur un jeune ou une solution, ou sur Parcoursup par exemple. On a un catalogue de formation, donc à destination également des centres de formation ou des acteurs de l'apprentissage. Donc voilà, aujourd'hui, en fait, la mission pour l'apprentissage, c'est
au sein de BetaGouv une sorte d'incubateur dans l'incubateur. On est une trentaine, je crois que c'est à peu près comme E2, dont parlera Damien après. On doit être dans les plus grosses startups, parce qu'au final, on a différentes équipes. On n'est pas uniquement, comme l'expliquait Anne-Sophie, un intrapreneur avec un développeur ou un designer. On est une trentaine, donc ça veut dire 4 ou 5 PO, une quinzaine de développeurs, on a des BizDev, on a 3 PM aujourd'hui, donc 3 product managers, et pour ce qui nous concerne, on est 4 designers, donc principalement des profils d'UX designers, même si on est amené aujourd'hui à aller jusqu'au delivery. Et on travaille chacun sur différentes verticales. Donc, on va avoir des sujets sur lesquels on va être, des produits sur lesquels on va travailler en priorité. Donc, je vais travailler par exemple principalement sur la bonne alternance matcha et sur un autre produit qui s'appelle Rendez-vous apprentissage. Et les autres designers, donc Nathalie, Clémence et Sophia, travaillent sur d'autres produits. Et voilà. Et je passe la main du coup à Damien. Damien, ton micro. Ouais. Si j'active mon micro, c'est mieux. Anne-Sophie avait fini tout à l'heure sur justement les parcours de ces startups. Et en effet, comme disait Damien tout à l'heure, moi, je suis sur un projet qui s'appelle la plateforme de l'inclusion. Et en fait, on fait partie, je pense, des plus grosses startups aussi. On est une trentaine, je pense, maintenant, sur différents produits, sur d'autres produits satellites, avec des équipes qui gravitent autour de nous. Et nous, sur justement notre objectif et notre mission de service public, justement, on est en train, dans un processus de sortie justement des startups d'État pour un GIP, ce qu'on appelle un groupement d'intérêt public. Et du coup, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que c'est, mais on va dire, on va plus passer sur quelque chose d'autonome. La mission de la plateforme de l'inclusion, c'est une mission qui se veut dans ce qu'on appelle l'IAE. Je vais éviter de faire trop de sigles. Je vais les expliquer à chaque fois. L'IAE, c'est l'insertion par activité économique. Ce n'est pas du tout quelque chose de nouveau. C'est une volonté plutôt de territoire avec des tissus d'associations qui datent un peu des années 70, mais qui n'étaient pas très structurés à l'époque et qui s'est un peu plus structuré dans les années 80. Voilà, avec plusieurs directives et plus de structuration. Et du coup, la naissance de la plateforme de l'inclusion et ce qu'on appelle les emplois de l'inclusion, il y a 4 produits. Elle date de fin 2019, suite à un pacte d'ambition du ministère du Travail, qui est à l'époque, il y avait environ 140 000 personnes dans l'insertion professionnelle, économique, pardon. Et le pacte d'ambition, c'était d'en avoir 100 000 de plus, donc de faciliter l'insertion par l'activité économique. J'entends insertion par l'activité économique par l'emploi des personnes éloignées de l'emploi. Ces personnes-là, ce public-là, c'est des publics très larges. Personnes éloignées, ça peut être pour des raisons sociales, professionnelles, ça peut être des handicaps, ça peut être des parcours avec des immigrés, des parcours vraiment où on essaye de faciliter tout ça. Et en fait, la création de la plateforme de l'inclusion, elle part de ce pacte d'ambition de 2019 mais avec une même genèse globale de chez Beta.gouv qui est une fois que ce pacte d'ambition a été sorti, il y a quelqu'un de chez Pôle emploi qui s'appelle Eric Barthélémy, qui bossait pour un projet qui s'appelle La Bonne Boîte, qui était aussi chez Beta.gouv, si je ne dis pas de bêtises, et qui s'est dit, OK, on va essayer de pousser par des outils digitaux tout le projet d'insertion par activité économique en facilitant le recrutement, en réduisant les charges administratives pour les structures qui emploient des publics en insertion, pour faciliter les échanges entre les différents acteurs de
terrain, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs différents. Ça peut être Pôle emploi, les missions locales, ça peut être des acteurs de terrain très proches aussi, comme les plannings familiaux. Il y a beaucoup de choses. Et du coup, c'est d'avoir des outils pour vraiment faciliter, et l'objectif final, hein, il est simple et compliqué à la fois, faciliter l'insertion des personnes éloignées de l'emploi. Voilà un peu. Et On va passer peut-être à ouais, des désolé, j'étais un peu long. questions-réponses. Mais non, non, c'était bien. Merci, Damien. Il y avait peut-être une dernière chose que tu voulais juste... Non, j'ai pas présenté mon profil, mais voilà, moi j'ai un profil plutôt product designer et avec plus école d'art graphique à la base, mais en bossant pas mal avec Damien d'ailleurs dans des entreprises type Icani où on était plus sur comment dire sur l'expertise UX pure, voilà, mais en gardant toujours le côté conception UI, quoi. Voilà, si je peux résumer vite fait. Eh ben, merci. Donc, l'idée, c'est maintenant d'avoir des questions qui vous sont posées, qui permettent un peu d'avoir vos points de vue. La première, c'est comment sont définis aujourd'hui et évalués les critères de réussite d'un projet. Anne-Sophie, tu nous as parlé qu'il y avait une période de sortie des ministères pendant lesquels il y avait le travail qui était fait au sein de Betagouv dans les différents incubateurs. Il y a sûrement des jalons qui sont posés tous les X temps, il me semble tous les 6 mois. Aujourd'hui, comment sont définis justement ces critères de réussite? Ouais, effectivement, tous les 6 mois, il y a des réunions, des comités de, je ne sais plus comment. Peut-être que les Damiens auront les bons termes. Alors, nous, ça va être des réunions interministérielles, parce qu'on est sur plusieurs ministères. C'est des comités de validation du projet, en tout cas. Mais ouais, l'objectif, c'est de montrer l'avancée de ce qui a été fait et de définir est-ce que ça a l'impact attendu. Il y a vraiment une vraie question chez Beta sur la mesure d'impact. Comment est-ce que, par exemple, il y a un projet chez Betagouv qui s'appelle 1000 jours. C'est pour accompagner les 1000 premiers jours de vie d'un enfant. Et un des objectifs, c'est de diminuer les dépressions postpartum et les suicides des jeunes mamans. Mais du coup, il y avait une réflexion sur comment est-ce qu'on mesure l'impact. Mesurer le nombre de suicides, c'est pas hyper facile. On peut pas forcément le corréler à une application. Et en même temps, on peut pas se lancer dans un... Donc, est-ce qu'on mesure le nombre de rendez-vous pris chez des médecins ou chez des psys? Il y a des vraies questions de comment est-ce qu'on peut mesurer la réussite, et c'est différent pour chaque projet. Et j'imagine que Damien et Damien ont eu des questionnements là-dessus pour leur projet. Ouais, tout ce qui est mesure d'impact, c'est quelque chose qui a une place très importante chez nous. D'ailleurs, on a un produit dédié qui s'appelle le pilotage de l'inclusion, qui permet vraiment de suivre à la fois ce qu'on fait, mais à la fois ce qui se passe sur le terrain, c'est-à-dire sur des... On a plein de tableaux de data, de données, mais sur des exemples simples, ça va être combien j'ai eu de candidatures dans une ville ou une région, et combien comment dire, au sein de ces candidatures, combien ont été embauchés, est-ce qu'il manque des candidats, est-ce qu'il y a des freins à l'embauche, ce genre de choses, et ça nous permet d'avoir des données chiffrées sur tout le territoire, sur des localités précises, et en tout cas de mettre des actions en place en fonction de tout ça, quoi. Donc, en effet, la notion de mesure d'impact chez Beta.gouv, en tout cas, a une place très importante chez nous, avec en effet même un produit dédié à l'affichage de tableaux de bord, quoi. Et à quel moment ces critères sont définis? Est-ce que c'est au début du projet? Est-ce que c'est au fil de l'évolution du projet? Alors, nous, on avait comment dire, comme j'ai dit tout à l'heure, des objectifs clairs au début du projet, avec ce pacte d'ambition de fin 2019 qui était d'avoir 100 000 emplois de plus dans l'IAE. Mais au fil de l'eau, en effet, on rajoute certaines mesures d'impact. Ça peut être sur les métiers recherchés. OK, quel métier est recherché dans telle région? Est-ce qu'on manque de candidats sur tel ou tel secteur, ce genre de choses. Et donc, ça se redéfinit aussi parfois.
Damien Boyer, Ouais, je peux compléter sur des exemples chez nous. Donc, nous, l'un des principaux produits s'appelle la bonne alternance. Quand on va construire, quand on construit le service et de nouvelles fonctionnalités, on va définir en amont quels seront les indicateurs clés à définir, ce qui va faire que cette nouvelle fonctionnalité sera un succès ou non. En l'occurrence, nous, l'objectif sur la bonne alternance, ça va être de faire en sorte de mettre en relation des jeunes avec des entreprises ou des formations. Donc, on peut déjà essayer de mesurer quel moment un jeune va faire une candidature via l'une des fiches qui est affichée. Donc, en l'occurrence, sur des offres d'emploi, on va récupérer des offres qui sont issues de Pôle emploi ou de l'un de nos autres services Matcha. Et on est en mesure de savoir si les jeunes ont cliqué sur le bouton de mise en relation et essayer de les recontacter derrière pour savoir si derrière, ils ont réellement à minima eu un entretien et au mieux eu une prise de poste. De même sur les formations, on est en mesure aussi de contacter et les centres de formation et de mesurer via le site si il y a eu réellement une mise en relation entre un jeune et un centre de formation et si derrière, il y a eu rendez-vous et un jeune qui a une nouvelle formation et, et un emploi derrière. Donc, comme le disent Damien et Anne-Sophie, tout ce que l'on construit, que ce soit sur des nouvelles fonctionnalités ou un nouveau service, doit avoir ce type d'impact. Donc, nous, en tant que designers, ça va être aussi de sonder, de mesurer auprès des utilisateurs si ce que l'on fait est pertinent et si réellement ça fonctionne et ça leur permet, en l'occurrence pour nous, de trouver une formation et un emploi. Et ça drive vraiment tout ce que l'on fait aujourd'hui, toute la conception ou tous les nouveaux services doivent avoir des résultats très concrets. Sinon, le budget pour la startup d'État ou pour le produit peuvent être arrêtés et soit on pivote, soit on passe à autre chose sur un autre projet. Et ces critères, ils sont définis. Vous participez à la définition de ces critères? En tant que designer ou de manière générale? Alors, en tant que designer, oui. En tout cas, au sein de la mission apprentissage, on a donc différents produits. Chaque produit est drivé, piloté par un PO, un product owner, pardon, et un designer, des développeurs. Et généralement, c'est effectivement, on travaille de manière collégiale sur ces critères. C'est pas toujours évident de mesurer quand une nouvelle fonctionnalité est efficace ou non. Donc oui, pour répondre à ta question, là, on vient de déployer il n'y a pas longtemps des candidatures spontanées, donc des offres, enfin des fiches d'emploi où il n'y a pas d'offre réellement d'emploi. Et donc, on essaye de mesurer si derrière, il y a eu candidature spontanée, si derrière, il y a eu rendez-vous, un entretien, et on met tout un process et un workflow en place pour faire en sorte de mesurer si à la fin, il y a une poignée de main entre le jeune et son employeur. Bien, merci. Est-ce que nos autres aimables participants souhaitent rajouter quelque chose? On peut passer à la seconde question. Je voulais juste rajouter un dernier truc. Chez BetaGouv, il y a aussi la notion de transparence des actions. Et du coup, un truc qui est plutôt bien implémenté chez Beta, je crois que c'est plus ou moins une obligation pour chaque startup d'État, c'est d'avoir une page de statistiques qui affiche de manière du coup publique ces mesures d'impact. Je peux mettre dans le chat, par exemple, signal conso/stats. Il va y avoir en partie des choses qui sont mesurées, ou démarches simplifiées stats. Donc, il y a vraiment l'idée de transparence et si tu n'as pas ta page, c'est que tu n'as pas réfléchi c'est que l'équipe de la startup d'État n'a pas réfléchi à ces problématiques. Et c'est un problème parce que c'est important de savoir comment est-ce qu'on peut mesurer ça. Ben, merci. Donc, je vais vous mettre la page de nos mesures d'impact aussi. On a un site dédié. Donc, ça veut dire que potentiellement, sur tous les produits qui sont sortis, si on met /stat à la fin, on peut consulter les stats des impacts. Ouais, après, parfois, il y a des pages plus abouties dans d'autres services, etc. Mais l'idée, c'est oui, d'avoir un espace en ligne transparent. Très bien. La question suivante, c'est
Donc, c'était un peu comment les designers sont impliqués au cours de ce suivi. On a un petit peu abordé la chose de par une question que j'ai posée en cours de route. Mais la question, c'est plus... j'essaie de la reformuler autrement sans faire une question fermée. Qu'est-ce qui est mis en place avec les équipes projet et vous? Enfin, vous faites partie des équipes projet, mais qu'est-ce que vous mettez en place avec l'équipe pour ce suivi, justement? Alors moi, je vais avoir une réponse radicalement différente des deux Damien qui sont dans des équipes. Moi, du coup, je travaille pas sur un projet en particulier, mais chez Betagouv, il y a une startup d'État sur deux qui n'a pas aujourd'hui, en ce moment même, un ou une designer. Ça ne veut pas dire que quelqu'un ne va pas être recruté dans les semaines ou mois qui viennent, mais aujourd'hui, soit l'équipe est trop petite, soit c'est en cours de transfert. Donc, il y a beaucoup d'équipes qui n'ont pas ou pas encore de designer. Du coup, ça vient potentiellement avec des problèmes, puisqu'il n'y a pas de designer impliqué. Donc, il y a une partie de mon travail en tant que designer transverse, donc qui navigue d'une équipe à l'autre, c'est d'apporter de la méthodologie un peu plus haut au sein de l'équipe, par exemple chez les intrapreneurs qui pilotent le projet, pour apporter des méthodologies autour de la recherche utilisateur, autour de penser en termes de parcours, penser en termes de persona et de bien définir qui sont les utilisateurs. Donc moi, j'ai vraiment l'enjeu d'impliquer les méthodologies de design, peu importe les gens qui composent une équipe. Un peu d'un point de vue pragmatique, on a besoin du design pour concevoir un service. Bon, bah, il n'y en a pas, mais c'est pas grave, il va quand même falloir faire un certain nombre de choses qui sont indispensables pour concevoir un bon service. Et donc d'essayer d'apporter cette connaissance-là. Et du coup, c'est radicalement différent de Damien et Damien qui vont plutôt devoir s'inclure dans le process. Et qu'on ait un ordre d'idée, ça représente à peu près quel pourcentage des équipes qui n'ont pas de designer? Déjà là, en ce moment, il y a 150 équipes, mais il y a une cinquantaine qui sont en investigation. Donc, il y a juste un ou une intra. Il n'y a pas d'équipe à proprement parler, donc celle-là, c'est normal, qui n'est pas encore de designer. Mais sinon, sur les équipes, sur les startups où il y a déjà une équipe qui commence à être montée, je pense que ça représente une équipe sur deux. Le marché de l'inclusion ou la mission apprentissage, c'est des produits très matures où il y a des grosses équipes. Mais globalement, chez Beta, les équipes sont assez petites. C'est 3-4 personnes au début et puis ça monte jusqu'à 7-8 quand c'est en phase d'accélération et qu'on veut vraiment déployer nationalement. Mais en phase de construction, parfois, il n'y a pas de designer. Du coup, oui, pour compléter, nous, nos équipes avec Damien, c'est très exceptionnel. On est 4 aujourd'hui, donc ça nous permet aussi de nous organiser un peu différemment et d'avoir chacun des sujets différents. On profite aussi de la communauté de designers de Betagouv, donc même les designers qui sont seuls aujourd'hui dans des équipes ont la possibilité aussi d'échanger de manière régulière soit avec les designers transverses dont fait partie Anne-Sophie, soit de manière générale. On a un Mattermost, un canal d'échange où on peut poser nos questions. Donc, ça permet également de confronter un petit peu nos idées sur ce qu'on fait. Pour répondre à la question, de notre côté, en termes de plus de design, quand on va faire nos tests ou des interviews, quand on va confronter nos solutions ou nos hypothèses auprès des utilisateurs, on va avoir différentes échelles d'évaluation aussi qui vont nous permettre de savoir si ce qu'on est en train de concevoir aussi est bien reçu par les utilisateurs. On utilise, nous, sur certains de nos services, des outils comme Hotjar pour avoir, donc on va utiliser de manière classique le NPS, qui nous permet aussi d'avoir un indicateur qui peut être compris par nos sponsors. Et de notre côté, on va utiliser, lorsqu'on fait des interviews, plus des échelles comme l'UX Lite, où on va
essayer d'avoir, en tout cas, de faire évoluer notre score pour faire en sorte que notre produit ou nos nouvelles fonctionnalités soient de mieux compris et plus efficaces. Euh, je crois, oui, je ne sais pas si ça répond à la question, mais Damien, si tu veux. Je peux compléter si tu veux. Ouais. Euh, En effet, enfin, chez Beta, les chiffres parlent d'eux-mêmes, hein. C'est-à-dire qu'il y a plein de boîtes qui commencent sans designer en se disant on peut faire un MVP rapide, peut-être en prenant un bootstrap, en se disant voilà, on va essayer, on a besoin de tant de formulaires, j'en sais rien. Et comme ça nous permet de mettre en place rapidement des choses et de tester des choses, hein, ce qui est plutôt chouette en vrai. Mais ce qui peut être compliqué pour un designer, ça peut être d'arriver sur des projets où il y a eu un fort poids de la tech et d'être, comment dire, de prendre du recul en tant que designer et se dire, OK, on va prendre les choses une par une, on va regarder les objectifs, on va regarder ce qu'on a et on va voir comment on peut le faire évoluer. Il faut parfois être un peu patient avec des fois des grosses... Moi, je disais que j'ai une grosse équipe tech avec moi, mais maintenant, on était que 2 designers à la base sur, on va dire, 4 produits. Maintenant, on est 4, on est 5 même. On a recruté un junior aussi. Donc, du coup, on a quand même un truc qui va dans le bon sens sur cette espèce de, comment dire, de faire comprendre que le design, c'est important, en fait, que la conception, c'est important et que ça implique plein d'aspects tout au cours comment dire, d'un projet. Ce qui peut être un peu complexe pour nous aussi d'ailleurs en tant que designer, hein, c'est-à-dire que on a à la fois de la recherche. Moi c'est pas vraiment mon rôle, mais on a des gens spécialisés plutôt en recherche utilisateur. Mais ça nous implique tout au long du projet jusqu'à la mise en prod, etc. Donc on porte pas mal de choses, mais en même temps on n'a pas de frein non plus. C'est-à-dire qu'on est assez libre aussi quand même. Et par rapport, moi, à mes expériences passées dans le privé, quand même assez libre de prendre le temps sur certains sujets. D'autres, on ne peut pas. Je sais que nous, au sein de l'IAE, des fois, à la fois, on peut avoir des choses pertinentes en recherche utilisateur qu'on va vouloir mettre en place comme designer, mais on va reprioriser il va y avoir un décret qui va sortir, ça peut être n'importe quoi, ça peut être des changements de critères administratifs pour ceux qui ont droit à l'IAE, donc on doit refaire des parcours de formulaire ou des nouvelles directives. Donc on est aussi alors ça, c'est pas toutes les startups d'État, hein, mais nous, on est quand même assez dépendant du ministère du Travail. Mais en tout cas, voilà, on est quand même impliqué. C'est génial, c'est toujours, de toute façon, il n'y a pas de secret, hein. C'est toujours mieux quand un designer est impliqué au tout début d'un projet. Mais chez Beta, ce n'est pas toujours le cas parce que on a des fois on a envie de lancer des projets vite et on passe souvent par la tech. Mais bon, ça change, c'est en perpétuelle évolution chez Beta. Et il y a de plus en plus de designers et c'est une bonne chose. Ouais, historiquement, chez Beta, le gros de la communauté, c'était plutôt des développeurs et développeuses. Mais justement, j'ai fait les stats là, à la fin de l'année pour voir. Je voyais qu'il y avait de plus en plus de designers, mais la communauté grandissait, donc je me demandais si c'était proportionnel. Et la part de designers, elle augmente quand même légèrement au fur et à mesure des années. Donc, on voit quand même que l'intérêt du design est de mieux en mieux compris par rapport à il y a 4-5 ans où c'était pas forcément utopique. Et chez les designers transverses, donc on le voit vraiment parce que on joue beaucoup le rôle d'échantillon gratuit, c'est-à-dire que quand on intervient dans une équipe qui n'a pas de designer, on définit un périmètre très restreint. On dit ok, on va travailler sur ce parcours ou sur cette page pendant une semaine ou un mois. Et après, on va aller voir d'autres équipes, donc on vous laissera. Mais il y a un petit peu l'effet waouh, genre, c'est pas mal en fait de prendre du recul et de se poser des questions et de faire un truc qui marche bien. Et donc, il y a ce côté-là, échantillon gratuit, qui donne généralement envie aux équipes ensuite
de recruter une personne dédiée qui va vraiment les accompagner sur le long terme là-dessus. Pour rebondir sur ce que tu disais par rapport à la proportion, à la fin de notre présentation, on a le petit graphique qui était présent sur BetaGouv. Si les participants veulent jeter un œil, je pense que tu parles de ce camembert où on voit aussi la proportion avec à peu près 230 développeurs, 69 designers, puis après tous les autres corps de métiers dans les... Entre autres, moi dans ma mission, une des choses que je fais dans la mission transverse, c'est d'évaluer, faire un observatoire des pratiques design dans l'incubateur par rapport à il y a 2 ans et de voir ce qui évolue ou ce qui évolue pas. C'est dans ce cadre-là que j'avais mesuré qu'on était passé, je sais plus, de 5% de designers à un peu moins de 10%. On passe à la dernière question pour avoir un peu de temps pour les questions des participants. Merci en tout cas pour déjà les 2 premières. Quel serait le sens à matérialiser des personas communs, puisque au final, vous avez des projets qui peuvent avoir des utilisateurs communs, des projets pour du grand public, pour d'autres publics. Sur la recherche utilisateur, la question peut se poser de est-ce qu'il y a une recherche, parfois, enfin des enseignements, des recherches qui sont partagés à l'ensemble des projets pour capitaliser sur des recherches effectuées en amont, qui peuvent servir après peut-être même à d'autres projets où il n'y aurait pas de designer déjà intégré dès le départ? Il y a du oui et il y a du non. Par exemple, il y a 2 personnes de mon équipe, des designers transverses, qui ont échangé avec toutes les startups d'État qui travaillent autour de la problématique du logement, que ça aille de la recherche d'un logement à la rénovation d'un logement, vraiment plein de problématiques, et ça concerne aussi bien du grand public que des professionnels. Et du coup, l'idée, c'était derrière de pouvoir mutualiser de la recherche commune, avoir des personas communs. Mais quand on rentre dans le détail, il y a toujours des spécificités. Chaque produit incubé chez Beta résout tellement une problématique spécifique que du coup, on va avoir des subtilités différentes. Mais par exemple, les Damiens qui sont dans des équipes où il y a beaucoup de projets, j'imagine que vous mutualisez la recherche entre vos différents services. Pas obligatoirement, dans le sens où on sert nous aussi, déjà au sein de notre incubateur, au sein de la mission apprentissage, des profils d'utilisateurs très différents. Comme je disais tout à l'heure, on va avoir les jeunes, ou déjà les jeunes, c'est déjà une segmentation, mais qui peut être aussi segmentée de différentes manières. Donc on va avoir les infrabacs, les post-bac, etc. Avec des accès à la formation et à l'emploi différents en fonction de leur lieu d'habitation également. Donc là, déjà, on peut avoir un certain nombre de personas. Certains services vont plus adresser les centres de formation, et du coup, ça n'a vraiment rien à voir avec le reste de ce qu'on a pu faire ou ce qu'on peut faire pour la bonne alternance. Et d'un autre côté, on a tout ce qui est entreprise. Et là aussi, les entreprises, on va avoir des PME, PMI, des TPE, des artisans, vraiment des approches différentes par rapport à l'apprentissage. Et du coup, même au sein de notre mission, on a fait un gros travail il y a pas mal de temps, déjà en début de mission, pour définir ces personas et de voir si, à terme, on pouvait avoir quand même une transversalité entre les différents produits. Ce qui, dans les faits, est assez peu vrai, parce on s'adresse vraiment à des publics très différents, quoi. Et du coup, pour répondre à la question, il y a sûrement d'autres startups d'État qui travaillent sur de l'emploi ou sur de la formation, et qui dépendent aussi de même sponsor et même ministère. Je ne sais pas si c'est une volonté de votre côté, Anne-Sophie, mais c'est vrai qu'on échange assez peu sur ce qui est construit réellement en livrables finaux. On va parler de méthodos si nécessaire, mais on ne partage pas réellement le matériel qui peuvent être les personas ou autres, et ça demanderait sûrement un temps d'échange. Après, comme le dit Anne-Sophie, on est vraiment sur des spécificités vraiment particulières pour chaque projet. Et puis ça demanderait aussi d'avoir des vrais outils communs de partage. Après, comme on disait tout à l'heure, on
on partage aussi beaucoup de données sur, par exemple, on sait combien on a de jeunes, combien on a de seniors, combien on a de gens, je sais pas, sans hébergement, on a des pourcentages comme ça. Et c'est vrai qu'on les partage en public. Après, sur les vrais outils entre startups, alors nous, entre les différents produits, on les partage forcément, mais c'est vrai qu'entre startups d'État, on n'a pas forcément moi, je ne connais pas de canaux dédiés à ça ou d'outils dédiés à ça, quoi. Ben, très bien. Merci beaucoup pour vos réponses. C'était vraiment intéressant. On peut passer peut-être aux questions des participants. On en a déjà une. Je vais vous la lire. C'est sur les indicateurs. Comment éviter les effets pervers? Chose difficile à quantifier, comme dans l'exemple des 1000 jours. Différence entre indicateurs uniquement informatifs et objectifs. Dans la question de définir les mesures d'impact, j'ai employé un mot un peu fort, mais j'en ai pas de mot fort qui me vient en tête, mais il y a vraiment la hantise on cherche pas des vanity métriques. Le but, c'est pas d'avoir des chiffres qui augmentent, c'est plutôt d'avoir des chiffres qui sont intéressants pour montrer que le service, il est utile pour les personnes qui doivent l'utiliser. Donc, je ne sais pas si ça répond concrètement à la question, mais en tout cas, c'est un point d'attention de oui, pas faire des chiffres pour des chiffres. Et, enfin, surtout là, je ne sais pas si c'est pareil sur toutes les startups d'État, mais il y a on teste très en amont, donc on teste le service et il n'y a pas non plus une crainte de changer, de pivoter s'il le faut et on itère énormément. Donc, dans tous les cas, les indicateurs, comme le dit Anne-Sophie, le but, c'est même pour nous, d'être sûr que ce qu'on délivre a un effet qui est positif et qui permet de valider ce que l'on est en train de concevoir. Donc, s'il faut pivoter, ça a été le cas sur un certain nombre de produits, même au sein de la mission apprentissage, on a un produit qui a énormément changé parce qu'on se rendait compte au fur et à mesure que ça ne correspondait pas aux attentes des utilisateurs, que ce soit lors des interviews ou avec les indicateurs qu'on avait définis. Donc, on a changé. Et là, pour le coup, le produit qu'on est en train de construire aujourd'hui est plus efficace et correspond mieux aux objectifs que l'on s'était donnés et aux attentes des utilisateurs. Et du coup, tout le monde est satisfait, en l'occurrence. Il y a une autre question. Alors, hop. Est-ce qu'il est possible de proposer un projet à BetaGouv? Je pense qu'il faut être agent public. Il y a une page sur le site qui explique un petit peu comment ça se passe, qui accompagne les démarches. En gros, de mémoire, je crois qu'il faut travailler dans la fonction publique et demander le support de son administration pour avoir le droit d'investiguer le problème à raison de genre une journée par semaine. Donc, demander d'avoir une journée par semaine pendant 2 mois pour investiguer le problème. Et à l'issue de ça, BetaGouv aide pour les négociations pour passer à temps plein le temps de la construction du sujet. Par contre, hors du service public, je ne crois pas qu'on puisse proposer à ce genre de sujet. L'idée, c'est que si vous avez au sein de votre administration, vous travaillez chez Pôle emploi, vous dites « Ah, j'ai ça comme idée, je pourrais créer un site pour faciliter, je ne sais pas, l'emploi des jeunes, j'en sais rien, dans un secteur. » Vous portez votre projet et s'il est accepté, vous pouvez passer du côté bêta. Après, rien ne vous empêche, si vous avez des super idées, de contacter des agents du service public, si vous avez une bonne idée, et de leur soumettre vos idées. C'est très bien aussi. Les usagers ont la parole aussi, c'est important. Du coup, j'ai une question, mais je vais déjà faire passer celle des participants avant et si j'ai le temps, je la poserai. C'est par rapport aux remontées des utilisateurs, mais je passe aux autres questions. Sur la partie transfert, comment est-ce qu'il se passe les transferts vers les autres services? Alors, vers les services publics, comment se passent les transferts vers les services publics? Quel transfert il y a? Ouais, je crois que je ne suis pas experte je n'ai pas accompagné beaucoup d'équipes dans la phase de transfert.
Mais je crois que ce que j'ai compris, c'est qu'il n'y a pas de règle unique. Ça dépend beaucoup déjà de la maturité du ministère. Est-ce qu'il est à l'aise avec un projet autonome? Est-ce qu'il a envie de s'en occuper? Est-ce qu'il y a des personnes qui vont pouvoir gérer le projet? Donc, c'est un des enjeux chez BetaGouv pour les personnes qui travaillent spécifiquement sur cette problématique. C'est comment accompagner le transfert pour que ça se passe bien et que le service soit pérenne. Mais il n'y a pas de recette unique. C'est au cas par cas. Et du coup, ce qui découle juste après, dans la même question, c'est est-ce que gardez-vous le lien avec les services transférés? Je crois que dans la communauté bêta, on voit encore passer des gens dont les services ont été transférés. C'est le cas de Pix.fr, par exemple, qui est un service qui permet de mesurer les compétences en numérique pour des personnes qui cherchent de l'emploi ou des jeunes. Et du coup, initialement, c'était chez Beta, mais maintenant, le produit a été transféré. Démarche simplifiée aussi, c'est un produit qui est très mature. Mais oui, les produits très matures qui n'ont plus forcément besoin du soutien de la structure BetaGouv participent encore beaucoup à la communauté pour faire des retours d'expérience, pour échanger avec d'autres équipes. Et parfois, des membres de l'équipe restent même après transfert au final, peuvent être intégrés dans la nouvelle équipe pour garder la connaissance du produit. Là, nous, aujourd'hui, on a l'un de nos produits, enfin même plusieurs de nos produits qui sont où on rentre dans cette démarche-là, en tout cas de trouver le repreneur. Donc, il y a l'identification déjà de ce repreneur, savoir qui peut reprendre, et il y a les épaules, entre guillemets, pour reprendre le service et le faire vivre derrière. Est-ce qu'ils ont l'équipe en interne ou est-ce qu'ils vont devoir la recruter ou voire intégrer certains de notre équipe? Et du coup, nous, on est sur cette phase-là. Là. On a des objectifs sur l'année de faire en sorte, nous, en interne, qu'on prépare tous les éléments de spécification, autant côté développement que design, de faire en sorte que tout ce qu'on va délivrer soit viable. Et derrière, on va accompagner en tout cas ce transfert dès qu'il se fera par de la formation, par de l'échange régulier. Et après, ceux qui pourront ou voudront rester, resteront dans l'équipe. Les questions qu'on est en train de se poser en ce moment, je me lance pas trop sur les détails de comment se passe le transfert, etc. Mais il est évident que nous, on est en plus interconnectés avec pas mal de services de l'administration. Ça peut être Pôle emploi, l'ASP qui est l'organisme de paiement des différentes structures qui sont conventionnées par l'État. Donc, en fait, il y a toute une espèce on va dire de toile d'araignée assez forte avec beaucoup de savoir, aussi bien technique que métier. Et donc, du coup, là, le transfert de nous tel qu'il se présente en groupement d'intérêt public, il y a quand même l'idée de garder quand même la majorité de l'équipe, quoi. Est-ce qu'il arrive aussi que vous refondiez des services ou plateformes existantes? Ouais, moi j'ai bossé sur un projet d'alternance d'ailleurs. C'est ma chance. Je sais pas. Et il me semble que le produit existait déjà avant d'arriver chez Beta. C'était un produit, j'espère pas trop dire de bêtises, mais qui avait été commandité par une région. Et du coup, il a intégré Beta dans l'idée de devenir un peu plus national, puisque finalement, la problématique que la région avait identifiée pour mettre en relation des alternants avec des personnes qui proposent des alternances, c'est une problématique qui est plus large que ça. Donc oui, ça arrive d'intégrer des projets déjà existants, mais pas à ma connaissance des projets privés. Nous, la bonne alternance, c'est un produit qui a été construit dans un premier temps par Pôle emploi, qui a été récupéré parce que l'un de nos produits correspondait aussi d'un point de vue fonctionnel à ce que faisait déjà la bonne alternance, et on a mergé un petit peu le fonctionnel sur cet écrin qui est devenu la bonne alternance pour l'ensemble de nos services. Donc la bonne alternance ne dépend plus de Pôle emploi aujourd'hui, si ce n'est qu'on a des annonces qui viennent
Pôle emploi. Et c'est aujourd'hui développé totalement en interne par la mission apprentissage au sein de Betagouv. Et potentiellement, l'un des repreneurs de la bonne alternance ne sera pas Pôle emploi. Ça peut être un autre acteur. Il y a une question pour les tests et les interviews utilisateurs. Sur le recrutement, comment est-ce que vous les recrutez aujourd'hui? Difficilement. Je continue sur la lancée. Nous, de notre côté, donc, du coup, on a des publics également différents. Donc, on va utiliser différents canaux. On a la chance d'avoir un réseau étendu au sein de l'apprentissage. Donc, pour les centres de formation, on va s'adresser directement à eux. On est en mesure, que ce soit via les BizDev ou autres, de les contacter directement et de faire des interviews assez régulièrement. Les entreprises, on peut passer soit par les OPCO, donc les opérateurs de compétences qui vont nous mettre en relation avec des entreprises directement, ce qu'on fait assez régulièrement, notamment sur Matcha, l'un de nos services. On a construit une routine où on a quasiment toutes les semaines des utilisateurs en ligne, donc soit pour de l'interview, soit pour du test de nouvelles fonctionnalités ou pour du bêta-test de futures fonctionnalités. Et pour les jeunes, on utilise beaucoup la bonne alternance, soit via Hotjar en les sollicitant, soit via des canaux particuliers. On va faire un Typeform ou autre en leur demandant leur disponibilité. Et on fait on fait quasiment des interviews, des tests toutes les semaines. La question qui venait juste après sur cette même question, c'était de savoir s'ils étaient rémunérés et si oui, comment. Mais d'après ta réponse... Ça dépend. Là encore, ça dépend. Pour les entreprises ou les centres de formation, on est plus sur du partenariat. On leur offre un service, entre guillemets. Donc, il n'y a pas de rémunération pour ce type de public. Pour les jeunes, là aussi, on peut avoir des contraintes par rapport à l'âge, mais sur les post-bac, on a fait des focus group ou des tests utilisateurs où il y avait un incentive qui était prévu, on les rémunérait pour le temps passé, soit sur des bons d'achat, de souvenirs, oui, c'était des bons d'achat pour les jeunes. Et là, je pense, enfin, Sophie, tu confirmeras ou pas, mais je pense que c'est très spécifique à chaque équipe. On n'a pas de budget alloué par Betagouv pour rémunérer les utilisateurs. En tout cas, nous, non. De notre côté, non. Ok. On va terminer sur une question, parce qu'il nous reste 2 minutes. Sur le design system, il y a eu 2 questions. Une première qui demandait comment celui-ci est-il géré pour permettre l'enrichissement et sa prise en compte au niveau des différents projets. Et l'autre, c'était est-ce que vous trouvez qu'il fonctionne bien tel qu'il est abouti? Alors, on parle du design system de l'État. Ouais. Un sujet parfait en 2 minutes. Moi, je peux répondre aussi, mais je ne sais pas si... En plus, pour des products... Je t'en prie. Il est plutôt bien fait. En tout cas, il répond à beaucoup de problématiques. De toute façon, un design system ne répond jamais à toutes les problématiques et par définition, il est aussi évolutif. Après, c'est comment j'ai plus sa date de sortie, mais ça fait à peine 1 an, je crois. Bon, je ne sais plus. Je pense que Anne-Sophie, tu pourrais le confirmer ou pas. Moins d'1 an, ouais. Ouais, en tout cas, sa date de sortie officielle, même s'il y avait des versions bêta. C'est comment, quand on construit un produit from scratch, bon, bah, évidemment, on peut choisir quand diversifier, et c'est mieux, hein, parce que quand même, l'idée d'avoir une expérience globale, à la fois pour des questions d'accessibilité, pour des questions comment dire, pour les usagers, pour une cohérence globale de leur expérience avec le service public, c'est quand même une idée à toujours garder en tête, d'avoir quelque chose un design system. Après, sur des produits, moi j'avais des produits sur lesquels je travaillais, notamment notre gros produit, c'est les emplois de l'inclusion, donc qui était déjà en place avec beaucoup de composants Bootstrap. Bootstrap, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un framework
Il permet où on a déjà tout est déjà normé, nos grilles, nos breakpoints pour les responsives, nos boutons, etc. Mais évidemment, on peut le pimper, le custom. Mais comment on intègre tout ça? Et avec, moi, j'avais des produits, les emplois qui étaient comme ça. J'avais un autre site là, qui passait sur WordPress après, avec un WordPress, avec un thème. Voilà, j'avais un autre site qui était un peu plus from scratch, mais il y avait un framework quand même derrière. C'est comment déjà on arrive à uniformiser tout ça et en plus comment on injecte le système, le design system de l'État. Ça, c'est toujours en cours parce que c'est un gros taf de se dire à la fois comment nous on est cohérent vis-à-vis de l'expérience utilisateur qui doit être globale au sein des administrations et comment à la fois on peut nous avoir aussi en tant que service, en tant que plateforme, avoir notre propre expérience, slash identité, etc. Donc, c'est toujours en cours et c'est-à-dire que nous, la manière dont on travaille, on check toujours ce qui s'est fait côté design system de l'État. Si ça nous correspond et si ça colle à notre charte, on le met. Sinon, on l'adapte. Et voilà. Donc, moi, c'est mon gros sujet depuis plusieurs mois. Et c'est hyper intéressant, mais c'est costaud, quoi. Mais on avance plutôt pas mal quand même là-dessus. Pour compléter un petit peu rapidement, puisqu'il est 46, moi je suis hyper contente que le design system soit là. Je vois vraiment la différence dans mon travail par rapport à avant. En gros, je fais un an sans, un an avec. Ça facilite beaucoup plein de choses pour produire des choses vite. Ça apporte beaucoup de cohérence en termes d'accessibilité aussi. C'est un super outil. Pour autant, il y a encore plein de choses pour l'améliorer. Il n'est pas forcément conçu pour des applications professionnelles, par exemple. Donc, quand on bosse sur des applis pro, on souffre un petit peu. Et puis, il y a toutes les questions sur, effectivement, il y a certains services, certains publics qui sont faits par l'État, mais on n'a pas envie que ça se voit. Je pense à une plateforme pour la pédagogie sexuelle pour des adolescents. Tu n'as pas envie d'avoir la Marianne en haut, quoi. Ou une plateforme qui aide pour le suivi des personnes qui sont en situation d'alcoolisme, hein, enfin, qui boivent beaucoup. Je vais dire des mots simples. Là non plus, tu n'as pas envie de renseigner sur ton appli avec la Marianne que tu as bu 43 bières aujourd'hui, ça peut pas. Donc, il y a des vraies questions sur OK, il faut pouvoir identifier l'état. Faut qu'il y ait une cohérence, mais est-ce que ça marche dans tous les contextes? Et ça, c'est pas encore une question qui a été franchement répondue. Eh ben, merci beaucoup. Merci pour vos réponses. Merci pour votre participation. Ça a été vraiment un plaisir d'échanger avec vous. On espère que tous les participants aussi ont apprécié passer ce moment. Et je ne sais pas si Jean-Yves veut clôturer cet échange. En deux mots, merci à tous les trois, c'était super riche. C'est une belle opportunité de pouvoir voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de chez vous. Je pense que tous les designers du moment voient ça de loin ou d'un peu plus près, se posent pas mal de questions et c'est bien d'ouvrir un petit peu la porte. On l'a, pour moi, juste entrouverte cette porte-là. Finalement, il y a peut-être pas mal de questions qui sont nées, des échanges qui sont là. Enfin, moi, je sais que j'en avais plusieurs, donc peut-être que je vous les pose en off, je ne sais pas, on verra. Peut-être qu'on pourra refaire une session, un de ces jours, peut-être pas demain, mais dans un mois, 2 mois, 3 mois, laisser maturer un peu ce qu'on s'est raconté et creuser finalement quelques sujets un peu clés autour de l'homogénéisation de l'expérience, l'homogénéisation de la qualité entre les projets, le travail d'Anne-Sophie de manière un peu plus précise, à la fois dans les phases amont et à la fois dans les suivis, etc. Comment est-ce que les designers entre les différentes équipes se parlent et se coordonnent potentiellement ou pas. C'est des sujets qui sont assez intéressants, sur lesquels on pourrait creuser. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. De toute façon, il faut qu'on conclue. Il faudra que tout le monde retourne travailler à 14 h. Et merci encore à vous trois. Merci à Eileen pour ton implication et ta coordination et l'organisation de la session. C'était super bien. Et puis, on espère vous retrouver bientôt, soit à Lyon, pour ceux qui sont dans le coin. J'en ai vu passer quelques-uns dans le chat, soit en ligne, parce que je pense que merci le Covid,
on refera et on continuera à faire des événements en ligne et on continuera à être dans un format mixte comme on l'est depuis 2 ans maintenant. Voilà, je vous souhaite une très très bonne après-midi à tous et puis au nom de toute l'équipe de l'association, on vous dit à bientôt. Merci, au revoir. Merci, merci, très bon après-midi à vous. Après-midi, tout le monde.